L'histoire d'Hilaire Belloc est celle d'un petit bourgeois déclassé qui parvient, à la force du poignet, à devenir à la fois l'un des auteurs les plus influents de la vie intellectuelle britannique du début du XXe siècle et un bon père de famille qui vit dignement du fruit de son travail, ce qui, du point de vue d'Hilaire Belloc, est une réussite infiniment supérieure et vous comprendrez bientôt pourquoi. Dans un premier temps, nous parlerons de la vie personnelle d'Hilaire Belloc, puis de ses combats et enfin de sa postérité. Hilaire Belloc est né en France en 1870 à la Celle-Saint-Cloud d'un père français et d'une mère anglaise. Cependant, la même année, avec les premiers revers de la guerre franco-prussienne, la famille Belloc part pour l'Angleterre. Hilaire Belloc grandira donc outre-Manche avec sa mère à partir de l'âge de 2 ans, suite au décès de son père. Il grandit d'abord dans le Sussex, puis à Birmingham, et les conditions de vie du foyer sont très modestes. À l'âge de 20 ans, le jeune Belloc s'éprend d'une américaine de passage en Angleterre, Elodie Hogan. Mais hélas, Elodie repart pour la Californie rapidement après leur rencontre. Prêt à tout, Belloc vend le peu qu'il possède pour acheter un ticket de bateau et rejoint Philadelphie, mais manquant d'argent, il marche de la côte est à la côte ouest sur un total de plus de 4000 km en travaillant en chemin. À son arrivée en Californie, pourtant, c'est la douche froide. La mère d'Elodie s'oppose au mariage de sa fille et Elodie elle-même ne semble pas très sensible aux avances de Belloc. Il repart donc à pied une nouvelle fois pour regagner la côte est où il reçoit une lettre d'Elodie qui lui annonce partir pour le couvent. Le désespoir de Belloc est à son comble, il revient en France pour 1 an de service militaire. De retour en Angleterre, il intègre l'université d'Oxford où il étudiera pendant près de 3 ans. Il aura un rôle influent dans les cercles de discussion de l'université tout en ayant de nombreuses activités parallèles. Notamment, il décroche un record national sur la distance de 88 km qu'il parcourt en 11h30. Belloc cherche à poursuivre son cursus universitaire en histoire, mais n'obtient pas une bourse de financement très généreuse qui aurait pu lui permettre d'envisager sereinement ses études. Il pense que ce refus est motivé par son catholicisme et gardera de cet échec un goût amer. Début 1896, Hilaire Belloc reçoit des nouvelles de Elodie Hogan, qui, après un bref passage au couvent, a décidé de quitter les ordres et dont la mère est décédée entre-temps. Sans hésitation, Belloc se précipite pour regagner la Californie au prix d'un nouveau périple éreintant, seulement pour trouver Elodie gravement malade à son arrivée. Après quelques semaines de repos, heureusement, Hilaire et Elodie se marient enfin en Californie et partent ensuite s'installer en Angleterre. Le couple aura 5 enfants. Autant la période d'avant-guerre de 1896 au début des années 1910 est propice à Hilaire Belloc, qui devient député en 1906 et rencontre les grands de son temps, dont Wells, Shaw et Chesterton, avant de s'imposer lui-même comme un penseur de premier plan, autant la Première Guerre mondiale est douloureuse. En 1914, alors qu'elle n'est âgée que de 45 ans, Belloc perd sa femme d'un cancer. Profondément marqué, Belloc ne se remariera jamais par la suite. Il perd par ailleurs de nombreux proches dans le conflit, notamment son fils. Celui-ci, pilote de bombardier, meurt dans une offensive contre les Allemands en 1918. Dans l'entre-deux-guerres, Belloc reprend une place centrale dans les débats, ferraillant avec tout ce que la politique et la philosophie britannique comptent de célébrité. Le retour de la guerre coûte à Belloc un deuxième fils en 1941. Il fait lui-même un accident vasculaire cérébral la même année qui lui laissera des séquelles. Il meurt en 1953 en laissant derrière lui un total de 153 livres et une influence durable sur ses contemporains. Du personnage public de Belloc, on peut difficilement faire le tour tant il est prolifique. Il y a Belloc le poète, qui dans la fougue qui le caractérise écrit des sonnets dès sa jeunesse. Il y a Belloc l'historien, qui écrit des biographies sur Cromwell, Richelieu ou Napoléon. Belloc l'historien se permet occasionnellement de châtier par ses textes ceux qui voudraient réécrire l'histoire par idéologie, comme dans une réponse restée célèbre à Herbert George Wells datant de 1926. Il y a Belloc le politicien, élu à la Chambre des communes. Il y a Belloc le journaliste, qui contribuera toute sa vie comme correspondant ou comme plume à des journaux de premier plan dépassant les tirages de 100 000 exemplaires que sont le Daily News, le Morning Post ou l'Eyewitness. La facette la plus connue de Hilaire Belloc est probablement celle de l'essayiste, voire du polémiste. Sur son parcours intellectuel, sa rencontre avec Gilbert Keith Chesterton en 1900 sera décisive. Rapidement inséparables, Chesterton et Belloc seront regroupés pour la postérité dans la formule Chester-Belloc. Hilaire Belloc est aussi profondément influencé par la doctrine sociale de l'Église catholique définie par Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum de 1891 qui s'attaque, je cite,
A. La concentration entre les mains de quelques-uns, de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates, qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Pour Belloc, ce questionnement sur la répartition des richesses est aussi lié à une histoire personnelle et notamment la disparition de la quasi-totalité des économies familiales dans le krach boursier et la crise de 1873. Les conséquences de la grande crise de la fin du XIXe siècle laissent un goût de déclassement à Hilaire Belloc et le pousseront à ferrailler contre le capitalisme débridé qui concentre tout pouvoir dans les mains de quelques multinationales. Mais si nombre de ses contemporains se jettent, par réaction, dans les bras du collectivisme, Belloc, lui, s'y oppose. Il affronte notamment la Fabian Society, qui sert d'incubateur au Parti travailliste britannique et qui cherche à mettre graduellement en place un État-providence centralisant et administrant toute l'économie du pays. Or, Belloc voit dans cette autre forme de concentration des pouvoirs collectivistes un miroir des pires dérives du capitalisme. Ne se résignant pas à tomber de Charybde dans Scylla, Belloc propose une alternative économique et politique qu'il qualifie de distributisme. Il s'agit d'une situation socio-économique où tout type de propriété, foncière comme industrielle, serait largement redistribué entre les individus. L'idéal de Belloc est une société où une grande majorité d'individus seraient petits propriétaires, comme il pense que c'était le cas au cours du Moyen Âge. Dans ce système, ce ne sont pas tant les profits que les moyens de production qui seraient partagés, et chacun pourrait vivre dignement de son labeur en produisant par lui-même sa propre richesse. À son échelle, c'est cet idéal qui le guide dans sa vie de famille et qui lui permet de s'affranchir du joug économique qui écrase tant de ses contemporains. La philosophie distributiste est décrite en détail dans L'État servile, publié en 1912, et qui reste certainement comme l'œuvre majeure de Belloc sur l'économie, aux côtés de L'économie pour Hélène et de son essai sur la restauration de la propriété privée. Belloc est décoré avec Chesterton par le pape Pie XI de la Grande Croix de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand en 1934 pour ses contributions d'essayiste. Le Nobel d'économie Friedrich Hayek se réfère à plusieurs reprises dans son texte La route de la servitude au travail de Belloc. Seulement, le lecteur honnête constatera que Friedrich Hayek ne puise chez Belloc que sa critique du collectivisme sans s'intéresser à son rejet du capitalisme monopolistique qui est pourtant un enjeu majeur du texte de l'État servile. Chez les romanciers, on peut souligner qu'Orwell se réfère au travail de Belloc dans un article publié en 1940. Il est possible de voir dans 1984 la description romanesque des conséquences de la concentration des pouvoirs et de l'écrasement individuel qui inquiète tant Hilaire Belloc. Résumer la vie d'Hilaire Belloc est une tâche d'autant plus ardue que sa vie mouvementée est celle d'un homme qui a beaucoup vécu. Belloc était un homme de conviction, passionné et intègre. Belloc restaure, à la fois par son exemple et par sa théorie, la grandeur morale de ceux qui ne sont rien, et que capitalisme débridé comme collectivisme forcené conspire à dépouiller. Son livre L'État servile montre que la petite propriété est l'ultime rempart contre l'asservissement généralisé.